Le bruit métallique du verrou résonna comme un coup de tonnerre dans le couloir glacial de la maison d'arrêt. La lumière blafarde des néons grésillait au-dessus des têtes, projetant des ombres inquiétantes sur les murs lépreux. Antoine, 68 ans, se tenait droit malgré le poids de son fin matelas enroulé sous son bras. Il savait que derrière cette lourde porte en acier se trouvait l'enfer que le procureur lui avait promis. Mais, dans ses yeux clairs, habitué à scruter les sommets des Pyrénées, il n'y avait aucune trace de peur. Il avait protégé son sang, sa famille, sa seule raison de vivre. Et pour cela, il était prêt à affronter les pires démons que cette prison avait à offrir. La véritable question n'était pas de savoir s'il survivrait à cette épreuve, mais comment cette meute de loups réagirait en découvrant la véritable nature de la proie qu'on venait de leur jeter. Antoine avait passé 40 ans de sa vie comme garde forestier dans les montagnes escarpées du sud de la France. C'était un homme de la terre, un silencieux, un roc façonné par les intempéries et la solitude des grandes forêts de pins. Sa vie n'avait jamais été un long fleuve tranquille. Veuf très jeune, il avait élevé sa fille unique avec l'énergie du désespoir, avant que celle-ci ne l'abandonne pour les lumières trompeuses de Paris. De ce naufrage familial, il avait recueilli un trésor inestimable, sa petite fille, Camille. Elle était la lumière de ses vieux jours, son étoile polaire, mais cette lumière avait été brutalement éteinte par l'arrogance d'un fils de bonne famille, un intouchable protégé par la robe noire de son père magistrat. Face au silence complice de la justice des hommes, le vieux chasseur avait repris son fusil. Aujourd'hui, dépouillé de sa liberté, il ne regrettait rien. Chaque cicatrice sur son cœur était le prix à payer pour l'honneur des siens. Les rayons obliques du soleil couchant luttaient pour traverser les vitres crasseuses et grillagées du long corridor pénitentiaire. Cette faible lueur dorée apportait une infime chaleur sur le visage ridé d'Antoine. Le vieil homme avançait d'un pas lent mais régulier, ses lourdes chaussures de marche résonnant sur le lino usé. Dans ses bras noueux, il serrait un maigre ballot contenant un drap rêche et ses rares effets personnels. Le matelas qu'on lui avait fourni était si vieux que la mousse à l'intérieur formait des bosses inconfortables, semblables à des pierres. Pourtant, Antoine ne ressentait aucune amertume face à ces conditions misérables. Il avait passé sa vie à dormir à la belle étoile sur des lits de fougères glacées. La rudesse ne l'effrayait pas. Il acceptait son sort avec une dignité silencieuse, conscient que chaque pas le rapprochait de sa nouvelle réalité. Il avait commis un acte irréparable aux yeux de la loi, et il en assumait pleinement les conséquences. Le surveillant pénitentiaire qui l'escortait marchait juste derrière lui, le trousseau de clés cliquetant à sa ceinture. Cet homme en uniforme, massif et fatigué, avait vu passer des milliers de détenus au cours de sa carrière. Mais il était rare de voir un homme d'un tel âge, avec une telle noblesse dans l'attitude, franchir ces murs de béton. Touché par la résignation paisible du vieillard, le gardien ralentit légèrement la cadence. Il jeta un coup d'œil prudent de chaque côté du couloir vide pour s'assurer qu'aucune caméra ne captait la scène avec précision. Il s'approcha doucement de l'épaule d'Antoine. D'une voix basse et rocailleuse, empreinte d'une compassion inattendue, il lui murmura un conseil. Il lui dit de ne pas hésiter à faire appel à lui si les choses tournaient mal à l'intérieur de la cellule. Il savait très bien dans quelle fosse au lion la direction l'envoyait, et cela lui retournait l'estomac. Mais les ordres venaient d'en haut. Antoine s'arrêta une fraction de seconde, esquissant un léger sourire sous sa moustache grise broussailleuse. Il tourna légèrement la tête vers ce gardien au visage durci par les années de prison. D'un ton calme, presque paternel, il le remercia pour sa bienveillance inattendue dans ce lieu glacial. Mais il refusa poliment son offre de protection. Le vieux montagnard lui expliqua simplement qu'il avait lui-même choisi son chemin en appuyant sur la détente de son arme. Il devait maintenant en payer le prix, sans chercher de raccourci ni de faveur. Le surveillant, surpris par cette fatalité héroïque, hocha lentement la tête avec un profond respect. Il reprit sa position officielle et lui ordonna de poursuivre la marche d'un ton faussement autoritaire. Ils arrivèrent enfin, tout au bout de l'aile est, la zone réservée aux cas les plus difficiles.
Le gardien inséra une longue clé dans la serrure d'une porte massive couverte d'éraflures et de graffitis obscènes. La lourde porte d'acier s'ouvrit dans un grincement sinistre qui fit frissonner les tympans du vieil homme. Le surveillant lui donna une tape faussement rude dans le dos pour le faire entrer, tout en annonçant sarcastiquement l'arrivée d'un nouveau colocataire. Puis, la porte se referma violemment derrière Antoine. Le bruit sourd du verrou qui s'enclenchait marqua la fin définitive de sa vie d'homme libre. Dès les premières secondes, une odeur étouffante le prit à la gorge. C'était un mélange écœurant de tabac froid, de sueur rance, de toilettes mal nettoyées et de désespoir confiné. La chaleur humaine dans cet espace réduit était étouffante. La cellule était plongée dans une pénombre lugubre, seulement éclairée par un puits de lumière blafard venant d'une minuscule fenêtre perchée en hauteur. Antoine ferma les yeux un instant pour laisser ses pupilles s'habituer à l'obscurité. Il prit une profonde inspiration, cherchant son ancrage intérieur. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il distingua une dizaine de silhouettes réparties sur des lits superposés en fer rouillé. Tous les regards étaient débraqués sur lui, lourds, inquisiteurs et hostiles. Dans le monde carcéral, chaque nouvel arrivant est une proie potentielle qu'il faut évaluer et soumettre. Antoine, refusant de baisser la tête, redressa ses épaules fatiguées. Il se souvint des longues nuits d'hiver où il devait traquer des braconniers armés dans l'obscurité terrifiante de la forêt domaniale. Il avait affronté des ours égarés et des tempêtes de neige capables d'engloutir un homme en quelques minutes. Ce n'était pas une poignée de délinquants entassés dans une cage en béton qui allait le faire trembler. Il posa son ballot sur le sol humide et salua l'assemblée d'une voix forte et assurée, un bonjour courtois, digne de son éducation ancienne. En réponse, il n'obtint qu'un silence pesant, rompu seulement par des ricanements étouffés et des murmures indéchiffrables. Soudain, une masse sombre se détacha du fond de la cellule. Un homme s'avança lentement, la démarche chaloupée et arrogante de celui qui règne en maître sur son territoire. C'était Marcel, le caïd de la Chambrée. Torse nu malgré la fraîcheur des murs, son corps était une toile de cicatrices et de tatouages grossiers, témoin d'une vie entière passée derrière les barreaux. Ses yeux noirs, perçants comme ceux d'un rapace, jaugeaient le vieil homme avec un mépris non dissimulé. Il s'arrêta à quelques centimètres du visage d'Antoine, exhalant une haleine chargée de café et de nicotine. Avec un sourire carnassier qui dévoilait des dents jaunies, Marcel lui demanda d'un ton moqueur s'il cherchait une place pour poser ses vieux os fatigués. Antoine, impassible, soutint le regard du criminel sans ciller. Il sentait la violence contenue dans chaque muscle de cet homme, mais il savait qu'un seul pas de recul signerait sa condamnation définitive dans cette jungle de béton. Marcel désigna d'un geste théâtral et méprisant le coin le plus sombre et le plus sale de la pièce. C'était un lit défoncé, collé contre les toilettes communes, dont l'odeur d'ammoniac piquait les yeux. Dans le langage de la prison, cette place était réservée aux parias, aux balances et surtout aux prédateurs, ceux que l'on punissait quotidiennement par les pires humiliations. Le caïd annonça à voix haute, pour que toute la cellule l'entende, que le vieillard allait s'installer dans le coin des bannis. Un éclat de rire gras et cruel parcourut les rangs des autres détenus, ravis du spectacle. Antoine ne connaissait pas tous les codes complexes du système carcéral, mais il comprit immédiatement l'insulte suprême que cela représentait. Une rage sourde commença à bouillir dans ses veines. Il n'avait pas défendu l'honneur de sa famille pour finir piétiné par une racaille de bas étage. Ses poings se serrèrent instinctivement, prêts à frapper, peu importe l'issue fatale du combat. Alors qu'Antoine s'apprêtait à répondre à la provocation par la force, une ombre vive sauta du lit supérieur voisin avec la grâce d'un félin. Un jeune homme grand, athlétique et au regard étonnamment clair s'interposa brusquement entre le vieux garde forestier et le caïd tatoué. Il s'appelait Hugo. Sans la moindre hésitation, il posa une main ferme sur l'épaule de Marcel, le repoussant légèrement en arrière. D'une voix calme mais chargée d'une autorité naturelle qui imposait le respect, Hugo demanda à Marcel de reculer. Il lui fit remarquer qu'il condamnait le vieil homme sans même connaître son histoire ni la raison de sa présence parmi eux.
Cette intervention soudaine figea l'atmosphère. Le silence retomba comme une chape de plomb sur la cellule. Défier le chef devant tout le monde était un acte suicidaire. Pourtant, Hugo restait parfaitement immobile, ses muscles bandés, prêts à encaisser le choc. Antoine regarda ce sauveur inattendu avec une profonde stupéfaction. Marcel sentit son autorité vaciller. Son visage se contracta sous l'effet d'une colère noire, ses veines palpitant au niveau de ses tempes. Il détestait qu'on remette en question ses décisions, surtout un jeune loup comme Hugo, qui refusait de se plier totalement à ses règles. Cependant, Marcel n'était pas idiot. Il savait qu'Hugo était redoutable au corps à corps et qu'une bagarre ferait intervenir les gardiens, risquant de compromettre ses petits trafics internes. Il opta donc pour la perfidie verbale. Avec une grimace dégoûtée, il cracha par terre avant de pointer un doigt accusateur vers Antoine. Il hurla que si un type de cet âge finissait ici, avec les pires criminels de la région, c'était forcément parce qu'il avait touché à des enfants ou commis des atrocités inavouables. Marcel tenta de rallier la meute à sa cause en accusant ouvertement le grand-père d'être un monstre déguisé en agneau. Les regards des autres détenus devinrent instantanément menaçants, chargés d'une haine viscérale. Face à cette accusation ignoble qui souillait tout ce qu'il était, Antoine sentit son cœur rater un battement. Son visage d'ordinaire si calme s'empourpra d'une indignation féroce. Il repoussa doucement le bras d'Hugo pour se retrouver face à l'assemblée. Sa voix s'éleva, d'abord tremblante d'émotion, puis vibrante d'une puissance insoupçonnée. Il déclara haut et fort qu'il n'était pas un pervers, ni un voleur. Il regarda chaque homme droit dans les yeux, perçant l'obscurité de la cellule. Avec une précision glaçante, il expliqua la véritable raison de sa présence. Il raconta comment le fils du procureur, un jeune intouchable arrogant, avait brisé la vie de sa petite-fille. Il décrivit comment, face à l'injustice d'un système corrompu, il avait chargé son fusil de chasse avec de la grosse chevrotine. Il avoua sans aucune once de regret avoir attendu ce lâche à la sortie d'une discothèque pour lui vider ses 2 canons dans les jambes, le condamnant au fauteuil roulant pour l'éternité. À l'instant même où les derniers mots d'Antoine franchirent ses lèvres, un lourd silence de cathédrale envahit l'étroit réduit carcéral. Les visages fermés et agressifs des criminels endurcis se détendirent soudainement. Puis, du fond de la pièce, un sifflement admiratif fusa. Il fut suivi par un applaudissement lent, puis par des exclamations de respect. Les mêmes hommes qui voulaient le lyncher quelques minutes plus tôt se levèrent de leur lit grinçant pour s'approcher de lui. Tiré sur le fils du procureur, l'homme qui les avait presque tous envoyés croupir dans ce trou à rats, relevait de l'exploit mythique. Antoine passa en une seconde du statut de paria à celui de légende vivante. Les détenus lui serrèrent ses mains calleuses avec une chaleur inattendue, lui offrant des cigarettes et de l'eau. Seul Marcel, isolé dans son coin, bouillonnait d'une rage silencieuse. Son plan pour briser le vieillard venait d'échouer lamentablement devant toute sa cour dévouée. Ce que les autres détenus ignoraient, c'était que la haine immédiate de Marcel envers Antoine n'était pas le fruit du hasard, ni une simple question de hiérarchie carcérale. Quelques jours plus tôt, lors d'un transfert vers l'infirmerie, Marcel avait été discrètement approché par un avocat véreux agissant pour le compte du procureur. La consigne était claire et assortie d'une enveloppe remplie de billets, cachés dans ses effets personnels. Marcel devait faire vivre un enfer quotidien au vieux garde forestier, le pousser au suicide ou le détruire psychologiquement. En échange, le procureur s'engageait à faire disparaître un rapport accablant qui bloquait sa remise de peine. Pour retrouver la liberté, le caïd était prêt à tuer s'il le fallait. Mais maintenant que le vieillard était soutenu par Hugo et admiré par la majorité de la cellule, Marcel savait qu'il devait changer de stratégie. Il se replia dans l'ombre tel un serpent venimeux, attendant patiemment le moment idéal pour frapper par surprise. L'agitation des premiers instants retombée, Hugo aida Antoine à installer son mince matelas sur le lit inférieur, juste en dessous du sien. Le jeune homme lui confia avec un sourire rassurant qu'ici, l'honneur avait encore une valeur, et que son acte de justice sauvage imposait le respect. Épuisé par cette journée interminable et riche en émotions violentes, Antoine s'allongea sur sa couche dure.
L'extinction des feux plongea la prison dans une obscurité relative, seulement troublée par le faisceau intermittent des rondes de nuit. Les bruits de la détention commençaient leur sinistre symphonie, des toux grasses, des gémissements étouffés, le métal qui frotte contre le métal, incapable de trouver le sommeil, le regard perdu vers le plafond fissuré. Antoine laissa son esprit s'évader au-delà des hauts murs d'enceinte. Ses pensées volèrent vers ces chères montagnes des Pyrénées, vers l'odeur de la résine de pin et le murmure apaisant du vent dans les hautes branches. Dans le silence pesant de la nuit carcérale, les souvenirs assaillirent le vieil homme avec une clarté redoutable. Il revit le visage lumineux de sa défunte épouse, Sophie, une fille du pays douce et robuste, avec qui il avait bâti un chalet en bois à la lisière de la grande forêt. Leur bonheur semblait inébranlable, ancré dans la roche de la montagne. Mais la tragédie avait frappé lors d'une nuit d'orage épouvantable. Sophie était sur le point de donner naissance à leur premier enfant. La tempête avait bloqué les routes, empêchant l'ambulance de monter jusqu'à leur domicile isolé. Lorsqu'ils parvinrent enfin au dispensaire de la vallée au petit matin, il était trop tard. Les médecins, impuissants, ne purent que sauver le bébé. Sophie s'était éteinte d'une violente hémorragie, laissant Antoine dévasté, le cœur brisé à jamais, avec un nourrisson hurlant dans les bras. Ce jour-là, une partie de l'âme du garde forestier était morte avec la femme de sa vie. Resté seul avec sa fille, qu'il prénomma Juliette, Antoine s'était jeté à corps perdu dans la paternité. Il jonglait entre ses longues patrouilles en forêt, la surveillance des réserves naturelles et les biberons à préparer en pleine nuit. Il tentait de lui transmettre son amour inconditionnel pour la nature, les secrets des traces d'animaux, la beauté des aubes glacées. Mais, en grandissant, Juliette se révéla être d'un tempérament rebelle et insatisfait. Le calme de la montagne l'étouffait, et la simplicité de leur vie l'ennuyait profondément. Elle reprochait constamment à son père son manque d'ambition, son salaire modeste et leur isolement. Les disputes devenaient quotidiennes, résonnant violemment dans le petit chalet de bois. À l'aube de ses 18 ans, incapable de supporter davantage cette existence rustique, Juliette prépara ses bagages en secret. Elle prit le premier, car pour Toulouse, déterminée à conquérir la ville, laissant derrière elle un père vieillissant et meurtri par cet abandon soudain. Les années de silence qui suivirent le départ de Juliette furent une véritable torture pour le garde forestier. Il attendait chaque jour le passage du facteur, espérant une lettre, un signe de vie, mais la boîte aux lettres restait désespérément vide. Jusqu'à ce matin gris d'automne, 7 ans plus tard. Une voiture fatiguée se gara devant le chalet. Juliette en descendit, le visage émacié, le regard éteint, portant les stigmates d'une vie de déboire et de mauvaises rencontres urbaines. Elle tenait par la main une petite fille aux grands yeux terrifiés, âgée d'à peine 5 ans. Sans la moindre émotion, Juliette expliqua qu'elle partait refaire sa vie à l'étranger avec un nouvel homme qui ne voulait pas s'encombrer d'un enfant. Elle confia la petite Camille à Antoine avec la froideur d'une transaction commerciale promettant de donner des nouvelles très vite. Puis elle repartit dans un crissement de pneus, disparaissant définitivement de leur vie et abandonnant son propre sang à la lisière du bois. L'arrivée de la petite Camille fut une résurrection pour Antoine. La maison, silencieuse depuis trop longtemps, résonna de nouveau de rires clairs et de pas légers. Le vieil homme trouva en sa petite fille la tendresse que sa propre fille lui avait refusée. Camille grandit au rythme des saisons, apprenant à reconnaître le chant des oiseaux et à cuisiner les champignons des sous-bois. Contrairement à sa mère, elle chérissait profondément son grand-père et la tranquillité de leur vie montagnarde. Elle devint une jeune femme brillante, empathique et déterminée. Son rêve le plus cher était de soigner les autres. Avec les économies qu'Antoine avait patiemment accumulées, elle s'inscrivit dans une école d'infirmières réputée à Pau. Chaque matin, elle bravait les kilomètres en faisant du covoiturage depuis le croisement de la départementale pour rejoindre les amphithéâtres. Elle représentait l'aboutissement de tous les sacrifices du vieux garde forestier, sa fierté absolue, la preuve vivante qu'il n'avait pas tout raté. Mais le destin, dans sa cruauté implacable, s'acharna de nouveau sur la famille. Par un sombre après-midi de novembre,
Alors que la pluie battait les pare-brises, Camille attendait vainement un véhicule pour rentrer au chalet. Une berline allemande luxueuse aux vitres teintées s'arrêta enfin à sa hauteur. À l'intérieur, 3 jeunes hommes élégants, dont le conducteur arborait un sourire faussement rassurant. Pressée par le froid mordant, Camille accepta la proposition de la déposer. Mais la voiture ne prit pas la direction des montagnes. Elle bifurqua brusquement sur un chemin de terre forestier isolé, loin de toute habitation. Le conducteur Julien, fils du puissant procureur de la région, ivre de son impunité et de son statut social, verrouilla les portières. Ce qui se passa dans la pénombre de ce bois marqua la fin de l'innocence. Ils la brisèrent, physiquement et psychologiquement, en lui promettant les pires représailles si elle osait parler, persuadés que leur argent achèterait toujours le silence des faibles. C'est à la nuit tombée qu'Antoine retrouva sa petite-fille errant sur le chemin du retour. Ses vêtements étaient déchirés, son visage couvert d'ecchymoses et son regard, autrefois si pétillant, était vide, noyé dans un océan de larmes silencieuses. Face à la douleur incommensurable de l'enfant qu'il avait élevé, le cœur du vieux montagnard se brisa une nouvelle fois. Après des jours de mutisme, Camille trouva la force de tout lui raconter, y compris les menaces de mort proférées par le fils du magistrat. Antoine comprit rapidement qu'aller au commissariat ne servirait à rien. La plainte d'une petite provinciale contre l'héritier du procureur finirait classée sans suite, écrasée par la machine judiciaire corrompue. Une froide détermination s'empara alors de son âme. Il ne pleura pas. Il se dirigea vers la vieille armoire en chêne massif de son salon. Il en sortit son fusil superposé calibre 12, celui qu'il utilisait pour abattre les sangliers malades, et nettoya soigneusement les canons. Quelques nuits plus tard, le cœur tapant à tout rompre sous sa veste de velours côtelé, Antoine patientait dans l'ombre glaciale d'une ruelle de Pau. En face, les néons agressifs d'une boîte de nuit huppée déchiraient l'obscurité. Vers 3 heures du matin, Julien sortit en titubant, entouré de ses complices, ricanant grassement. Antoine sortit de l'ombre, barrant la route au petit groupe. Le vieil homme interpella le fils du procureur par son nom. Le jeune arrogant le regarda avec mépris, l'insultant copieusement, persuadé que personne n'oserait s'en prendre à lui. C'est alors qu'Antoine leva lentement son arme. Il ne visait pas le cœur, il n'était pas un assassin. Il baissa les canons vers le sol. Le bruit assourdissant des 2 détonations consécutives brisa les vitrines environnantes. La chevrotine fracassa les genoux du violeur, le clouant définitivement au sol dans un hurlement de douleur atroce. Antoine cassa son fusil, en retira les cartouches fumantes et attendit calmement l'arrivée des sirènes de police. Le procès fut une mascarade expéditive menée d'une main de fer par la juridiction locale. Le procureur, fou de rage de voir son fils chéri cloué dans un fauteuil roulant, usa de toute son influence pour transformer le vieil homme en monstre sanguinaire devant les jurés. Avant l'énoncé du verdict, lors d'une suspension de séance, le magistrat approcha Antoine dans les couloirs du tribunal. Le visage rouge de haine postillonnant de colère, il lui jura à voix basse qu'il ferait de sa vie carcérale un supplice inimaginable. Il lui promit qu'il ne survivrait pas à sa première année derrière les barreaux, qu'il paierait pour le sang de son fils chaque seconde de sa misérable existence. Antoine, impassible face aux menaces, le fixa avec une froideur abyssale. Il répondit simplement qu'il préférait passer ses vieux jours en cage avec la conscience tranquille, plutôt que de vivre libre en sachant que le bourreau de sa petite-fille dansait encore. Il écopa de 10 ans ferme. Un grand bruit métallique tira brutalement Antoine de ses souvenirs douloureux. C'était le réveil matinal, brutal et sans ménagement de la prison. Les gardiens frappaient les barreaux avec leurs matraques en hurlant les ordres pour le comptage. La réalité oppressante de la cellule reprenait ses droits. Hugo sauta de son lit et adressa un clin d'œil complice au vieil homme pour le rassurer. Au fil des semaines, une véritable relation de respect mutuel, presque filial, se tissa entre les 2 prisonniers. Antoine partageait la sagesse de ses années passées dans la nature, tandis qu'Hugo lui expliquait les codes complexes de la survie en milieu hostile. Lors des promenades dans la cour bétonnée balayée par le vent, ils marchaient côte à côte. Hugo, par sa seule présence dissuasive, tenait à distance les sbires de Marcel.
Le vieux garde forestier découvrit que ce jeune homme, derrière ses muscles et ses tatouages, cachait une profonde blessure et une gentillesse rare, étouffée par les injustices de la vie. Un soir, après la distribution d'un repas insipide, Hugo se confia enfin à voix basse. Son histoire résonnait étrangement avec celle d'Antoine. Hugo travaillait comme chauffeur privé pour le PDG d'une immense entreprise parisienne. Une place en or pour un gamin des cités sans diplôme. Mais une nuit tragique, le fils du patron, complètement ivre et sous l'emprise de stupéfiants, exigea de prendre le volant du puissant bolide. Roulant à tombeau ouvert dans les rues de la capitale, il faucha mortellement une jeune mère de famille sur un passage piéton. Paniqué, le père du chauffard fit appel à ses avocats hors de prix. Ils mirent la pression sur Hugo. Contre une somme faramineuse et la promesse d'une libération rapide grâce à des juges amis, ils l'obligèrent à s'accuser du crime à la place du fils gâté. Hugo, orphelin de naissance et sans attache, avait accepté, sacrifiant sa jeunesse. Mais une fois condamné lourdement, l'argent n'était jamais arrivé et ses prétendus protecteurs s'étaient volatilisés. Touché au cœur par ce récit d'une injustice cruelle, Antoine vit en Hugo un miroir de sa propre petite-fille, une autre victime collatérale des puissants. Il décida alors de faire un geste qui allait changer le cours de leur vie. Lors de son parloir suivant avec Camille, qui lui rendait visite religieusement malgré la difficulté des trajets, il lui parla longuement de ce jeune homme qui veillait sur lui comme un fils. Il lui décrivit sa bravoure, sa loyauté et sa profonde solitude. Intimidée mais curieuse, Camille glissa une courte lettre d'encouragement dans le colis de nourriture qu'elle destinait à son grand-père. Quand Antoine remit la lettre à Hugo, les mains du jeune homme tremblèrent. Ce simple morceau de papier parfumé représentait son premier contact humain, désintéressé depuis des années. Une correspondance secrète débuta alors. À travers les mots couchés sur le papier à lettres de la prison, deux âmes brisées par la violence du monde commencèrent lentement à se réparer, tombant profondément amoureuses. Pendant ce temps, dans l'ombre fétide de la cellule, Marcel rongeait son frein. Son autorité s'effritait de jour en jour, et les menaces de l'avocat du procureur se faisaient de plus en plus pressantes. S'il ne réglait pas le compte du vieil homme rapidement, son dossier de remise de peine serait définitivement rejeté. Poussé dans ses derniers retranchements par le désespoir et la cruauté, le caïd décida de passer à l'action. Il passa plusieurs nuits à aiguiser méticuleusement le manche d'une cuillère en métal volée à la cantine, frottant l'acier contre le béton brut jusqu'à obtenir une lame tranchante comme un rasoir. Il attendit le moment parfait. Un matin, lors de la douche collective, un endroit confiné et glissant où les gardiens évitaient de s'aventurer, Marcel dissimula son arme artisanale dans sa serviette. Les yeux injectés de sang, la respiration courte, il repéra Antoine de dos, vulnérable, le corps courbé sous le jet d'eau tiède. Le prédateur amorça son mouvement mortel. D'un bond sauvage, Marcel se jeta sur le vieux garde forestier, le bras levé, prêt à planter son poignard de fortune directement dans les reins de sa victime. Mais il n'avait pas anticipé la vigilance constante de Hugo. Le jeune homme, qui gardait toujours un œil sur son protégé, perçut le mouvement brusque dans le reflet d'un miroir brisé. Avec un cri bestial, Hugo plongea en avant pour s'interposer. Il percuta violemment Marcel, le déséquilibrant. Cependant, dans la mêlée chaotique sur le carrelage mouillé, la lame artisanale trouva son chemin. Elle s'enfonça profondément dans le flanc d'Hugo, déchirant les chairs. Le jeune homme s'effondra en crachant une gerbe de sang, tandis que Marcel, pris de panique devant l'ampleur de son acte, reculait en lâchant son arme. Les hurlements d'Antoine résonnèrent dans toute la rotonde, alertant immédiatement l'escouade d'intervention. Dans la panique des alarmes stridentes, le vieil homme tenait la tête de Hugo contre son torse, compressant la plaie de ses mains nues. Le temps sembla s'arrêter pendant qu'Hugo luttait pour sa survie à l'infirmerie, puis à l'hôpital central de la ville sous escorte armée. La lame avait miraculeusement frôlé l'artère vitale, mais les dommages étaient sévères. Pendant de longues semaines d'angoisse, Antoine pria chaque nuit, le visage collé contre les barreaux froids de sa fenêtre, implorant le ciel de ne pas lui enlever ce fils de substitution. Marcel, quant à lui, fut immédiatement expédié en quartier disciplinaire,
voyant sa peine considérablement rallongée pour tentative de meurtre. Le contrat macabre du procureur avait définitivement échoué. Le courage inouï d'Hugo et sa survie miraculeuse finirent par attirer l'attention d'un nouveau directeur de prison, plus intègre. Intrigué par les rumeurs concernant cette affaire tentaculaire, il fit rouvrir le dossier du jeune chauffeur. Les incohérences de son jugement initial éclatèrent au grand jour, révélant la corruption de la famille du PDG qu'il avait sacrifié. 5 longues années s'écoulèrent, rythmées par les saisons qui coloraient de lointains reflets les vitres de la prison. Antoine et Hugo, devenus inséparables, affrontèrent le reste de leur peine avec une résilience stoïque. Le comportement exemplaire du vieux garde forestier et les révélations sur les machinations dont Hugo avait été victime jouèrent en leur faveur. Grâce à l'aide d'un avocat commis d'office passionné par leur histoire et avec le soutien inébranlable de Camille de l'extérieur, le miracle judiciaire se produisit. Leurs dossiers de libération conditionnelle furent validés le même mois. L'aube tant attendue se leva enfin sur les lourdes portes métalliques de la maison d'arrêt. Lorsqu'Antoine franchit le portail, respirant l'air frais et pur de la liberté, ses poumons se gonflèrent de gratitude. À quelques mètres de là, appuyée contre une voiture modeste, Camille l'attendait. Et près d'elle, le visage illuminé par un bonheur absolu, se tenait Hugo, libéré la veille, serrant tendrement la main de la jeune infirmière. Le retour dans les montagnes fut une renaissance éclatante. Le vieux chalet en bois d'Antoine n'avait jamais été aussi chaleureux. Les rires résonnaient à nouveau sous les poutres centenaires. Hugo, s'adaptant à cette nouvelle vie avec une aisance remarquable, apprit le métier du bois aux côtés de son beau-père providentiel. La nature environnante, majestueuse et impitoyable, pansait doucement les blessures de leurs âmes tourmentées. Un jour, en lisant le journal local, Antoine découvrit un entrefilet morbide. Le procureur, impliqué dans un vaste scandale financier et de corruption, avait été démis de ses fonctions de manière humiliante. Quant à son fils, le bourreau en fauteuil roulant, il avait trouvé la mort quelques mois plus tôt dans un dramatique accident de voiture causé par un chauffeur ivre. La roue de la destinée avait tourné, frappant d'une ironie cruelle ceux qui se croyaient au-dessus des lois de l'univers. Le vieil homme referma doucement le journal et le jeta dans les flammes crépitantes de la cheminée. La justice des hommes s'était montrée défaillante, corrompue et aveugle, mais l'équilibre du monde avait finalement repris ses droits. Aujourd'hui, en regardant par la fenêtre de la cuisine, Antoine laisse échapper un sourire empreint d'une paix profonde. Dehors, sous les grands pins majestueux, Hugo taille des bûches avec une vigueur rassurante, tandis que Camille, le ventre joliment arrondi par la promesse d'une nouvelle vie, lui apporte une boisson chaude. L'enfant à naître grandira loin de la noirceur des villes et des barreaux d'acier. Il connaîtra le parfum de la terre humide, la force du vent montagnard et l'histoire d'un grand-père qui a bravé l'enfer pour protéger les siens. L'ombre de la prison ne plane plus sur leur famille. Antoine verse une larme de joie en réalisant que la plus belle des victoires n'est pas la vengeance, mais la capacité de renaître de ses cendres pour aimer à nouveau. L'épreuve terrifiante de la prison n'a pas détruit Antoine. Au contraire, elle lui a permis de forger une nouvelle famille, unie par le courage et la vérité. Hugo, l'enfant des rues sacrifié par les puissants, a trouvé un père et l'amour de sa vie en la personne de Camille. Le karma s'est chargé du procureur véreux et de son fils, prouvant que le mal finit toujours par se dévorer lui-même. Cette histoire nous rappelle que même au fond des ténèbres les plus absolues, la lumière de la justice finit toujours par percer. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout de ce récit poignant. Si le combat d'Antoine et d'Hugo vous a touché en plein cœur, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires et de partager vos émotions dans les commentaires. Et vous, seriez-vous prêt à tout risquer, même votre liberté, pour protéger la vie des personnes que vous aimez le plus au monde ?